Allô Sandrine. Aujourd'hui, en fait, je te laisserai présenter le sujet du jour. Oui, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale positive au travail. Donc, il y a 2 épisodes, on avait parlé de la santé mentale positive à l'école. Et maintenant, on est rendu au travail. Et c'est la 2e fois qu'on filme cet épisode. Oui, en effet, en fait, dans toute la saison, c'est la 2e fois qu'on est confronté à comme un petit problème technique qui nous oblige à refilmer un épisode. Néanmoins, les deux, tu sais, je pense qu'on arrive à y voir du positif. Souvent, on a comme l'impression, c'est comme si un peu on avait une pratique. Ouais. On a comme eu plus le temps de réfléchir au sujet également. Moi, ce que je trouve particulier en lien justement avec cet épisode-là, c'est que la première fois qu'on l'a filmé, je venais tout juste d'apprendre une réduction de mes heures, tu sais, un peu une sorte de coupure là, dans mon emploi principal d'intervenante en lien là, avec justement là, des questions budgétaires au travail. Donc, je venais un peu comme un peu de reculons, parce que je venais de parler de santé mentale positive au travail, tandis que le travail était comme une source de stress à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que pour toi, Sandrine, ce moment-là, c'est ça. Ça a été un coup dur. Puis là, j'arrive, puis il m'est arrivé à peu près la même chose, toujours dans le même emploi, où j'ai été coupée complètement, en fait, toujours pour des questions budgétaires, là, pas nécessairement de productivité, mais tu sais, il y a eu un équilibre là, budgétaire au niveau de la santé publique. Ouais, il y a beaucoup de postes qui ont été coupés. Et donc, j'ai comme l'impression que c'est une coïncidence qu'il y a un aspect un peu positif dans ce podcast-là, parce que je trouve que l'emploi, c'est un peu comme n'importe quoi. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Puis la santé mentale va avoir une place différente dans ces trois... dans tout ce cheminement-là. Ouais. Puis ça me permet de prendre du recul, de réfléchir. Ça a été moins un coup dur cette fois-ci. Je dirais que je me suis comme sentie plus outillée. J'ai pris une distance différente avec le travail. Ouais. Et on peut commencer directement. Donc, je voulais qu'on commence à parler de la responsabilité de l'individu versus la responsabilité du milieu de travail en lien avec la santé mentale. Donc, pour toi, Sandrine, est-ce que c'est la responsabilité de la personne qui travaille ou du milieu de faire en sorte que ses employés ont une bonne santé mentale? Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. N'importe qui a avantage à ce que l'employé ait une bonne santé mentale. Puis en fait, c'est un des points marquants. La santé mentale coûte très cher à l'économie, mais aussi aux employeurs. Ouais. À l'économie en général, par année, là, on estime à 50 milliards de dollars que la santé mentale, les problèmes de santé mentale coûtent à l'économie, au Canada seulement. C'est quand même intense. C'est super intense. Par individu, ça donne 1400 dollars par année. On coûte 1400 dollars chacun par année. Est-ce que c'est dû au congé quand on fait un burn-out, quand on fait une dépression? Là, tu vois, c'est un chiffre dans le sens le coût sur l'économie. Pour les employeurs, on va parler de 6 milliards de dollars annuellement. Puis là, ça va être à cause de les congés maladie, du présentisme, du roulement de personnel. C'est immense. Ouais. On peut pas voir la santé mentale comme un luxe ou comme une option parce que, même si tu penses juste en termes de chiffres puis tu t'en fous de l'humain, la santé mentale te coûte cher. Ouais. On a tous intérêt à y réfléchir. Oui, c'est ça, avoir une bonne santé mentale, c'est un besoin. Puis je pense que je trouve ça intéressant comment tu me dis que si toi, tu es une personne qui va plus être... tu sais, tes valeurs, ça va plus être l'argent et moins nécessairement l'humain. Tu vois quand même que si tu donnes pas à l'humain, si tu fais pas en sorte d'avoir soit toi une bonne santé mentale ou tes employés une bonne santé mentale, ça va impacter l'argent, l'économie. C'est ça. Puis écoute, j'ai utilisé une métaphore très froide parce que des fois, c'est ça que les gens ont besoin pour vraiment comprendre, mais tu as une usine, là. Puis là, on va juste parler comme de robots, de machines, puis ta machine est rouillée, ta machine a besoin d'entretien. Tu vas l'entretenir parce que tu vas savoir que ça va te coûter bien plus cher de la remplacer que ça te prend, par exemple, de l'entretenir. Puis bon, je sais qu'il y a certaines exceptions à ça, là, on le sait bien avec certaines voitures, là. Ouais. Mais, tu sais, ça reste que comme l'entretenir régulièrement, d'aller faire un petit check-up de temps en temps, tu le sais qu'à long terme, c'est un bon investissement. C'est la même chose pour tes humains.
pour tes employés. Ce qui fait en sorte qu'ils sont heureux, là, mais c'est aussi ce qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être travailler plus, qu'ils vont travailler mieux, qu'ils vont travailler pendant plus longtemps. Ça coûte de l'argent former quelqu'un. Puis je parle pas nécessairement, oui, en termes de scolarité, mais dans le sens que, tu sais, la semaine ou deux, où genre justement, que t'es comme en formation, donc tu produis pas encore, t'es pas encore productif, puis que la personne qui te forme est moins productive aussi, puis les erreurs que tu vas faire en début de parcours qui sont totalement normales, ça c'est un coût. On a tout avantage à avoir des employés qui vont rester longtemps, qui vont rester longtemps au même niveau de productivité aussi. Vraiment, tu sais, puis l'expertise qu'ils vont développer là-dedans, en lien, oui, avec leur domaine, mais aussi en lien avec l'entreprise, dans ce cas-là, envers le milieu de travail. Celle-là est riche, là. Puis je pense qu'on peut quand même le voir quand, au niveau de l'entreprise, la santé mentale va être très au sérieux. Il va y avoir un moins gros roulement de personnel. Absolument. Puis quand c'est moins pris au sérieux ou qu'il va y avoir moins de temps mis sur ça, il va y avoir plus de roulement de personnel. Donc je pense que c'est pour ça, si on revient à ma première question, que la santé mentale, c'est individuel, mais c'est aussi aux employeurs de s'en occuper, parce que c'est certain que si toi, personnellement, tu as des difficultés, même si ton patron met tout en place pour que tu aies une bonne santé mentale, ça se peut que tu aies des difficultés personnelles qui font en sorte que tu en as une moins bonne. Mais ça peut quand même améliorer. Il y a certaines personnes qui vont nommer, si je donne l'exemple avec la violence conjugale, ils vont préférer être au travail qu'à la maison parce que à la maison, ils se sentent pas bien, ils se sentent en danger. Au travail, ils se sentent bien. Donc, c'est certain que si tu fais en sorte que c'est un environnement sain, puis un environnement qui motive les personnes à se sentir bien, mais ils vont vouloir rester. Oui. Donc, je pense que c'est vraiment les deux. Il faut que chaque employé s'occupe de soi, soit capable de nommer leurs besoins, soit capable de nommer leurs limites, mais aussi que les employeurs motivent les personnes. Parce que si tu es dans une place où que personne prend de pause, même si toi, tu aimerais ça prendre une pause, en tout cas, personnellement, moi, si je vois que personne prend une pause, les chances que j'en prenne une sont plus basses. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais, que ça soit comme... Puis des fois, on dirait que c'est même pas une question des employeurs. Dans le sens, les employeurs, ils disent « Prenez votre pause, puis on dirait que les gens, c'est comme... Il y a genre une fierté un peu malsaine de pas la prendre dans le milieu de travail, de comme « moi, je parle jamais », ou tu sais, mon Dieu... Moi, ça me gosse, cette phrase-là, tabarouette que je t'en ai de l'entendre. La dernière fois que j'ai vraiment fini à l'heure, je suis censée finir, je sais pas c'était quand. OK. Comme, t'es fière de ça? Ouais. Je sais que c'est pas juste une question de soi, dans le sens que, tu sais, des fois, on a un emploi qui exige qu'on se sacrifie là-dedans, qu'on en fasse beaucoup, mais dans le sens que je pense qu'il y a une petite fierté malsaine des fois. Tu sais, un peu comme la même fierté malsaine qu'on retrouve chez certaines personnes qui vont dire... Moi, je dors vraiment pas beaucoup par nuit, là. J'ai vraiment un mauvais sommeil. OK. Tu sais, dans ton concours de misérable, hein, le gagnant est perdant, là. Fait que je serais pas si fière si j'étais toi, là. Exactement. On a plus envie de t'aider que de te célébrer, là. Puis, en lien avec ça, je pense qu'on peut faire un lien qu'aucun besoin peut être répondu à 100% par ton milieu de travail. Donc, on doit trouver, nous aussi, des moyens de se sentir bien, parce que ton milieu de travail a quand même, tu veux pas, tu peux être un employeur super là pour la santé mentale, super là pour tes employés, mais il y a quand même un but, il y a des choses qui doivent être faites. Donc si tes employeurs arrivent super fatigués, c'est pas dans ton contrôle. Donc on doit quand même trouver des moyens qui vont nous faire du bien. Ça peut être par se valoriser ensemble. Tu sais, moi, par exemple, avec mon stage, ma superviseure puis moi, on se valorise. T'sais, moi, je lui dis « Hey, ça a vraiment été une bonne intervention. » Puis elle va me donner la même chose, donc c'est motivant. On se dit « Hey, on a fait une bonne journée aujourd'hui. Good job. » De s'encourager, là. Ah oui, la valorisation puis la reconnaissance sont des moteurs incroyable pour la motivation au travail. Ouais. Puis c'est vraiment comme dans les choses qui sont les plus importantes. Puis j'aime ça que tu apportes le fait justement qu'on peut pas dépendre à 100% de son milieu de travail pour répondre à ses besoins, parce que c'est quelque chose que, tu sais, que j'entends souvent.
Dans le sens que le travail est une manière de compenser. Ah, tu sais, justement, tu te sens seul ou tu sens que, genre, t'as beaucoup de stress, ben quand tu travailles, ta tête est occupée à faire autre chose, fait que ça va bien, ou tes relations positives, c'est juste tes collègues de travail, mais en fait, tu sais, prends le temps d'y réfléchir dans ce moment-là. OK, tes relations positives, ton travail, c'est super génial pour ton travail. Est-ce que c'est les mêmes relations que quand tu vas avoir besoin d'aide, que tu vas être au bout du rouleau, tu vas appeler une fin de semaine? Pas nécessairement, tu sais. Puis c'est le positif vient pas enlever tous les risques autour du fait. En fait, faut pas que ça t'aveugle de tes autres besoins, tout simplement. Tout simplement. Puis, tu sais, que ce soit comme un élan créatif, que ce soit le besoin justement de reconnaissance, il faut que ça soit répondu dans toutes les sphères de ta vie, pas juste le travail. Oui, c'est vraiment vrai. Puis, au niveau créatif, je trouve ça intéressant aussi quand, tu sais, il y a certaines personnes qu'eux, ils ont besoin de beaucoup de changements dans leur vie, mais qui vont être dans des travails qui vont faire en sorte qu'ils peuvent créer des nouveaux projets, mais de rester dans le même milieu. Donc ça aussi, c'est positif. Des fois, si tu as cette possibilité-là, d'en parler, de nommer... Tu sais, moi, en ce moment, je trouve que je suis un peu sur un pilote automatique. Moi, en tant que personne, j'aime ça, avoir du changement, mais je veux pas changer d'emploi parce que j'aime qu'est-ce que je fais, mais on peut-tu créer quelque chose de nouveau? Tu sais, de le nommer aussi. Puis souvent, c'est ça, tu sais, dans le sens que on sous-estime à quel point ça peut être motivant, justement, au travail, dans sa vie personnelle, d'avoir un projet. Quelque chose qui est... Pas quelque chose qui nous a été imposé ou demandé, mais quelque chose qui vient de notre propre... élan créatif, de notre propre désir, en fait. Puis souvent, là, si ça nuit pas à ce qui nous est exigé, ben les employeurs vont se montrer une belle ouverture à ça, là. Puis des fois, c'est tout ce qui manque, là. Tu sais, je donne un exemple, là, qui nous concerne, nous, plus par rapport à notre domaine, parce qu'on est dans l'intervention. Des fois, je veux juste dire, « Hey, j'ai cerné telle problématique, j'aimerais ça faire des recherches pour développer un outil. » Quelque chose de spécifique là-dessus. Puis, ben garde, écoute, moi, je vais faire ça comme dans mes petits temps, ben pas mes petits temps libres, là, dans le sens pas à l'extérieur du travail, mais je vais faire ça comme dans les petits moments, ou comme entre deux rencontres, ou, tu sais, quand genre, j'ai pris dans le ventre dans mes affaires, c'est pas toujours possible, puis il faut pas que ça devienne un engagement étouffant. Mais des fois, c'est simplement ça qui est comme, hey, je retrouve une sorte de... motivation, je retrouve une étincelle, en fait. Vraiment, puis je trouve ça drôle parce que c'est vraiment un mini-projet que j'ai fait à mon stage, là, c'est vraiment rien de gros. Mais quand je suis revenue ma première semaine après les vacances, j'étais un petit peu fatiguée quand même, démotivée parce que je voyais quand même encore mon gros stage parce que je suis à la même place depuis l'automne, donc la pression et tout, que là, on a plus de pression de l'université. Puis la première semaine, je commençais à faire des rencontres et tout en intervention. Puis j'avais un temps entre deux rencontres, puis je me suis dit, hey, je vais faire un gros ménage de tous les outils qu'on a. Et je les ai tous classés. Ça m'a pris 1h30, mais ça m'a tellement rendue heureuse et motivée de faire ça. J'étais contente, ça m'a fait bouger un petit peu. Puis après ça, aujourd'hui, ça m'aide parce que mes outils sont tous bien classés, problématique par problématique. Puis c'est pas quelque chose de gros, mais c'est un petit moment que j'ai pris. Et moi, je sais que de base, je suis une personne qui aime ranger, faire le classement. Donc, normalement, je le fais à la maison, mais là, j'ai pris ce petit moment-là à mon stage pour le faire. Puis ça a vraiment changé ma journée, là. Ben oui, c'est tout simple. Puis pourtant, c'est de quoi de productif, puis qui va t'aider dans ta productivité, là, éventuelle, en fait, là. Ah, mais moi aussi, j'adore ça, l'organisation. Puis, tu sais, je trouve que, justement, quand c'est organisé comme ça, ces petits gestes-là, comme significatifs, que ce soit, genre, justement, de classer ses dossiers, que ce soit, là, de classer ses courriels, de faire un ménage, puis tout ça. En fait, j'ai l'impression que ce que ça fait, c'est que ça élimine des obstacles. Parce que c'est tous des micro-obstacles, des secondes qui peuvent rendre une tâche pourtant qui est simple, qui peuvent la rendre pénible des fois. De se dire, hey, tabarouette, c'est long de trouver un outil là, que j'ai quelque part. Je sais que j'ai les quelque part dans mes affaires, mais où? Mais quand c'est classé, on dirait que c'est comme, ça enlève un poids, ça enlève des obstacles dans ce qu'on souhaite faire. C'est des investissements, là, dans le fond. Vraiment. Puis, je me demandais, Sandrine, toi, c'est quoi tes constats en lien avec la santé mentale au travail? Ben, j'aime beaucoup ça comme question. Puis je vais absolument te la poser en retour. Je constate, comme je disais un peu plus tôt, que le travail peut être à la fois positif pour la santé mentale, tout comme ça peut être négatif. Ça va vraiment dépendre
d'énormément de facteurs, en fait, là. Je constate que, justement, il y a beaucoup de gens qui utilisent le travail pour compenser, pour penser à autre chose, pour se changer les idées. Ce qui peut être une bonne chose parfois, mais pas quand ça empêche nécessairement comme des bonnes décisions pour soi-même. Je sais qu'il y a... j'ai appris récemment, c'est pas un constat, mais je trouvais pertinent de le dire, que souvent, c'est quelque chose que les gens savent pas, c'est qu'un psychologue peut donner une prescription d'arrêt de travail. Hein? Ouais, on a l'impression que juste les médecins peuvent faire ça. Je savais pas. Un psychologue peut le faire, ça peut être contesté, mettons, par un médecin, dans le sens que, tu sais, c'est... Mais oui, un psychologue peut le faire. Donc, si tu as un suivi en psychologie, puis que, tu sais, je sais pas, tu te questionnes là-dessus, tu te sens que ça va moins bien, tu te demandes, ben ton psychologue va avoir une expertise là-dessus, va avoir un regard, il peut te dire que, je juge justement qu'un arrêt de travail, ça peut peut-être être bénéfique pour toi. Je me suis un peu éloignée de la question, mais non, mais c'est intéressant à savoir, puis pour certaines personnes qui ont peut-être pas de médecin de famille, ça peut être, peut-être, si c'est un psychologue, quelque chose qui peut aider. Pour les gens qui n'ont pas de médecin de famille aussi, parce que des fois, pour avoir un médecin de famille, t'as encore moins de chances d'avoir un psychologue, là. Donc, juste le spécifier. C'est vrai, je pensais aux personnes au privé, mettons. Ouais, au privé. Personnes qui n'ont pas de médecin de famille, 811 option 3. Ouais. Toujours. Toujours. On le sait pas, là. J'ai appris très tard dans ma vie. En fait, j'ai appris il y a 1 an et demi. Mais juste le 811, mais... Tout court. 811 option 2, option 3, c'est magique, là. On aime le 811. Oui. J'espère que le 811 nous aime aussi. Mais ouais. Toi, Laetitia, tes constats sur la santé mentale et le travail? On dirait que c'est un... Tu me poses la question, là, puis là, je m'imagine comme une bulle avec plein de flèches un peu partout parce que j'ai plein de constats. On dirait que c'est toujours en évolution, en changement. Peut-être parce que je me fie dans mes interventions, qu'est-ce que j'entends, avec mes proches, qu'est-ce que j'entends, avec moi, comment je le vis. Puis je pense que c'est vraiment différent pour certaines personnes parce que de base, il y a des personnes que pour eux, le travail, ils ont juste besoin que ça les satisfait. Puis, tu sais, ils ont pas besoin que ça soit wow, que ça... Tu sais, ils sont capables de retrouver plus d'exploits dans leur vie personnelle. Il y a d'autres personnes que pour eux, ils ont besoin que leur travail les nourrit. Ils ont besoin de se sentir beaucoup plus valorisés. Puis, je pense qu'à partir de là, ça va être différent pour chaque personne. Parce que, par exemple, moi, j'ai besoin que mon travail me nourrisse. Vraiment, j'ai le besoin de me sentir valorisée, d'avoir des nouvelles idées. Puis on peut le voir aussi avec le podcast, de créer quelque chose. Donc, d'apprendre, c'est ça, de toujours être dans l'évolution. Mais il y a d'autres personnes que pour eux, ça va être juste de tout le temps faire la même chose, la petite routine, puis c'est ça qui va les rendre bien. Donc, je pense que si tu es à la bonne place, dans l'environnement qui te correspond, émotionnellement et mentalement, ça va mieux aller. Vraiment. Donc, je pense que ça fait aussi un lien qu'on doit se connaître, parce que si tu te connais pas, tu sais pas vers quelle place que tu veux aller. Puis, qu'est-ce que je vois, c'est pas mal 50-50, j'ai l'impression. Là, c'est avec qu'est-ce que moi j'entends, là, c'est vraiment aucune statistique, mais j'ai l'impression que il y a une bonne partie des personnes qui sont satisfaites, qui se sentent bien à leur travail, mais qu'il y a une autre bonne partie qui ont des difficultés qui impactent leur santé mentale, parce qu'avoir des difficultés, c'est normal, mais il y en a ça va vraiment les impacter. Tu sais, un conflit au travail, un gros conflit au travail peut t'emmener à être en arrêt là, de travail. Moi, je l'ai vu dans mon stage, dans mes interventions que je fais, là. Ben, écoute, je veux pas trop déborder de la question, mais écoute, tu parlais puis ça me venait en tête, là. Moi, 2 constats que je fais, là, qui sont, je dirais, centrales dans les problèmes que les gens ont en lien avec le travail, c'est le harcèlement au travail. Énormément de cas de harcèlement au travail. Ouais. Énormément également de cas qu'il n'y a pas de mesures qui sont mises en place concrètes pour ça. Parce que c'est dur là, de justifier que tu mets à la porte un employé. Là. Puis, parce que moi, j'en ai tellement vu là, des épisodes de harcèlement au travail,
Puis des fois, là, c'est horrible, là, ce qui se passe. C'est horrible, là, c'est de la violence psychologique continue. Tu parlais tantôt là, que le travail peut être un endroit sécurisant pour quelqu'un qui vit de la violence conjugale. Le travail peut être une violence en soi. 100%. Une violence psychologique forte. J'ai même entendu des épisodes de violence physique dans des milieux de travail. Puis, ben, c'est des systèmes, les employeurs, souvent, les entreprises, c'est des systèmes qui avancent lentement. Donc, ils sont pas toujours très bien équipés pour faire face à ces situations-là, surtout quand ça peut être vicieux puis malin comme la violence psychologique. Donc, je dirais de faire attention, là, vraiment faire attention à ça. Vous êtes toute personne qui nous écoute puis qui a déjà vécu du harcèlement au travail puis pense en avoir vécu. Vous êtes valide, il y a des ressources qui existent pour vous aider. Puis même si vous savez pas où aller chercher, commencez par aller chercher de l'aide psychologique, demandez à votre médecin de famille, demandez au 811 si on veut, s'il y a besoin. Puis nous, on va vous aider à vous diriger. Comment? Laetitia, question très générale qu'on va tenter d'aborder, mais comment est-ce qu'on peut prendre conscience de l'impact du travail sur sa santé mentale? Qu'est-ce qu'on peut observer? Qu'est-ce qu'on peut se questionner? Je pense que je pourrais commencer avec la fin des vacances, qui est une période quand même très critique pour certaines personnes. Je suis certaine qu'on a déjà entendu je vais toffer, là, mes vacances arrivent dans 3 semaines, là, je compte mes semaines avant mes vacances de Noël, puis parfois c'est 20 semaines avant tes prochaines vacances, puis tu essaies de te motiver avec tes vacances, mais là, t'es plus dans le moment présent, là, t'es en train de te motiver pour quelque chose de futur parce que t'es pas bien au présent, et ça fait en sorte que pendant tes vacances, ça va super bien, mais le retour, là, certaines personnes qui ont seulement une semaine de vacances, ils vont même pas être capables d'en profiter à 100% parce qu'ils vont se dire « je recommence déjà dans une semaine ». D'autres personnes qui peuvent avoir 1 mois, ils vont se sentir bien les 3 premières semaines. Le syndrome du dimanche. Ouais. Le dimanche a toujours été la journée que je fais la plus déprimante dans la semaine parce que c'était comme dans l'anticipation du lundi. Tu sais, à certaines périodes de ma vie, là, pas toutes, là. Puis c'était plus en lien avec, mettons, l'école qu'avec le travail, là. Puis j'étais comme, hey, dimanche, là, c'est gris un dimanche. C'est déprimant, là. Tu fais pas d'activité le dimanche, là. Puis, c'est vraiment une période critique. Puis, quand je dis période critique, c'est pas pour faire peur, c'est pour réfléchir. Si t'as pas le syndrome du dimanche, puis si t'as pas le syndrome de la fin des vacances, peut-être que t'es bien à ton emploi. Si c'est de quoi qui devient envahissant, peut-être que t'es pas bien à ton emploi. Puis je pense que c'est de se questionner pourquoi je me sens comme ça le dimanche. Est-ce que c'est en lien parce que j'aime mon emploi, mais je sens que je suis plus serrée parce que je finis de travailler vite, si j'ai des enfants, garderie, école, manger. Peut-être que c'est ça, mais ça se peut aussi que ça soit juste te lever le lundi matin parce que le travail... c'est culturel aussi. On a une relation avec le travail qui est comme très propre à l'Occident, à l'Amérique du Nord, au Canada, au Québec, dans le sens que, tu sais, il y a tout plein de cultures et de sous-cultures qui viennent jouer là-dedans. Parce que si j'imagine en Europe, je sais qu'ils commencent vraiment plus tard. Ils commencent plus tard, puis ils ont la sieste d'après-midi. Oui, puis tu sais, souvent, le soir, ils vont aller des 5 à 7, mais ils vont comme travailler pareil, mais... ils vont souper en jasant le job, mais en même temps, ils vont avoir du plaisir. C'est ça. Oui, exactement. Quand je suis allée là, en Italie, puis corrigez-moi si je me trompe, là, ça se peut que ce soit une observation là, de touriste, là, mon affaire. Mais ce que je constatais, c'est que c'est ça. Tu sais, t'avais une période, en fait, tu t'adaptais aux grandes chaleurs. Là, en après-midi, c'est trop chaud, tu travailles mal. Il y a certaines exceptions à ça, mais mettons, les magasins, ils fermaient l'après-midi entre 1h et 4h. Donc ça, c'est une période de pause. Puis là, les gens, quand ils finissaient de travailler, genre vers 5-6 heures, tu sais, pour ceux, mettons, qui n'ont pas de pause en après-midi, ils retournaient pas tout de suite chez eux à faire les commissions, puis à chercher les enfants, à faire le souper, après le devoir, le dodo. Non, en 5h et 7h, se passait quelque chose de merveilleux où les gens, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un petit apéro ou ils vont au parc avec leurs enfants. Puis là, ils décompressent, profitent du beau soleil, profitent un peu de leur journée avant que le soleil se couche. Les enfants s'amusent et dépensent leur énergie. Puis là, après, tu sais, les commissions, on dirait que les tâches qui sont à faire sont encore à faire,
mais tu te sens plus reposé, tu te sens moins rush de les faire. Ouais. Il y a comme une relation à redéfinir, puis ça se peut quand on réfléchit, on se rend compte que la philosophie du travail nord-américaine, elle ne nous correspond pas, puis il n'y a rien qui nous empêche de mettre un petit peu d'une autre culture dans notre manière de travailler, dans notre manière de vivre le travail. Exactement, puis je pense aussi d'essayer de voir, parce que souvent avec le travail, ça va être un je dois. Tu sais, je suis obligée de. Puis déjà, personnellement, moi, si je me fais dire, tu dois faire ça, on se braque, hein? Oui, on dirait que moi j'ai un stress, puis je prends un recul, puis on dirait que je deviens toute contractée comparativement à je peux, je vais. Il y a aussi la manière de comment on va voir les choses, mais c'est certain que si les personnes en haut de toi, à ton travail, te disent tu dois faire ça, c'est un peu désordre, là, ça fait ouf! Ça fait ouf, c'est confrontant. Super bon point, Laetitia. Puis, mais moi, j'aimerais ça te demander, là, parce qu'on est beaucoup, on a beaucoup dans le podcast une vision qu'on veut amener les gens à se poser des questions et à réfléchir, avoir des pistes de réflexion. Tu as peut-être des exemples de questions, Laetitia, qu'on peut se poser en lien justement avec son milieu de travail, sa relation de travail? Oui, ben il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, Sandrine, mais je dirais une première. Puis même, je pense que je vais les écrire dans la barre de description du podcast. Je pense que j'avais même dit ça quand on l'avait filmé la première fois, parce que je pense que c'est des questions vraiment intéressantes à se poser. Mais quel est le sens de ton travail? Je pense que c'est important de se le demander, puis trouver un sens qui fit aussi avec nous. Je pense que ça va pouvoir t'aider, là. Oh, assurément. Assurément, parce que le sens, c'est quelque chose qui est très important là, dans la motivation à travailler. Autre question aussi qu'on pourrait se poser, Laetitia, mais est-ce que tu te sens écoutée? Est-ce que tu te sens valorisée? Ouais. Respectée, même. Respectée, ouais. Exactement. Est-ce que tu as l'impression que tes erreurs sont soulignées, mais jamais tes bons coups? Hey, c'est rough, là, ça, de sentir qu'on est observé juste dans le négatif, mais que le positif, il passe sous le radar. Ouais. Ou comment aussi que tes erreurs vont être soulignées? Ouais. Hey, la maudite phrase, là. Juste un rappel amical. Il n'y a rien d'amical dans ton rappel. Déjà, là, on le sait tous très bien. Moi, cette phrase-là, elle me donne des frissons d'horreur. C'est vrai. Il y a vraiment une manière de le dire. Puis honnêtement, là, je pense que, mettons un red flag là, qu'on pourrait voir dans un lieu d'emploi ou quelque chose qui pourrait peut-être être laissé un peu à désirer, c'est que si une erreur est individuelle, comme que le milieu d'emploi ici, c'est qui l'a fait, puis que c'est pas nécessairement répété, que c'est juste une erreur parce que la personne n'a pas l'information ou elle développe sa compétence là-dedans, et que c'est abordé devant tout le monde. Ouais. Non. Puis c'est vrai que ça met aussi beaucoup de... Ça fait mal aussi aux épaules à la personne qui va se sentir visée, puis parfois on va savoir, parfois on sait c'est qui a fait cette erreur-là. Ben oui. Donc là, tout le monde va se dire « Ah, c'est elle qui l'a fait », ou tu sais, si d'autres personnes ne le savent pas, c'est qui a fait cette erreur-là, puis là, ça commence à faire du mémérage, comme on dit en bon vieux québécois, là. Une autre question. Comment sont tes relations avec tes collègues et tes supérieurs? Oui, oui, hey. Ça fait toute la différence d'avoir des relations là, significatives. Puis tu sais, justement, comme à l'école, on voit tellement souvent, justement, le travail d'équipe, pratiquer vos compétences au travail, tout ça. Mais justement, tu sais, le fait de bien s'entendre avec certaines personnes, de bien travailler, ça peut être extrêmement motivant au travail. Ouais, là. De savoir que tu sais, hey, je suis motivée, je vais voir cette personne-là. Ou moi, je m'en souviens, quand on travaillait au même endroit l'été passé, dîner ensemble, moi, ça me motivait. Et moi aussi. de savoir, j'allais avoir 1 heure avec Sandrine, qu'on allait pouvoir jaser, ça allait se faire du bien. Je pense que c'est important, là. Vraiment. Oh oui, absolument. Est-ce que tu aurais une autre question? Une autre question qu'on pourrait se poser, Laetitia, c'est est-ce que je sens que mon travail représente bien mes valeurs? Puis les valeurs, c'est un concept très large. Il existe des outils, il existe des façons de se questionner, de les reconnaître, ces valeurs. Mais justement, est-ce qu'elles sont bien identifiées au travail? Et j'aimerais initier un concept qu'on risque de reparler dans d'autres épisodes parce que je le trouve très intéressant. C'est la fenêtre d'Overton. Je sais pas si tu connais ça. Non. C'est un concept je sais pas si on peut dire philosophie, sciences humaines, en tout cas, peu importe. Là.
Ou dans le fond, la fenêtre d'Overton, c'est qu'est-ce qui est à la base du changement dans les mentalités. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a 100 ans, mettons, l'homosexualité n'était pas acceptée, puis que là, maintenant, elle est célébrée. Mais en fait, là, c'est que notre tolérance, notre relation avec ce qui est normal, avec la norme, ben, à force de petite exposition, la fenêtre, elle va se déplacer un petit peu. On va s'habituer petit à petit. Puis pourquoi je parle de ce concept-là? En fait, c'est parce que justement, on travaille. Si tu as une valeur qui t'est légèrement inconfortable, tu te sens comme t'es comme bon, ben on dirait que justement, là, je suis avec des collègues qui ont pas les mêmes valeurs que moi, ou on dirait qu'ils ont pas les mêmes priorités. Bon, au début, ça va être inconfortable. Éventuellement, tu vas t'y adapter. Tu vas t'habituer à ça. Puis ben, éventuellement, ben, ta tolérance à ce qui ne fit plus avec tes valeurs, ta tolérance, elle va monter. Puis ça se peut que tes valeurs y changent. Puis ça se peut qu'éventuellement, tu te réveilles, que tu aies une crise identitaire ou même une révélation, puis qu'ils te disent « Hey, où la personne qui avait à cœur l'environnement? Où la personne qui avait à cœur les autres? J'ai l'impression qu'elle a disparu. » Ouais, ça me parle beaucoup qu'est-ce que tu dis. Je pense que dès qu'on ressent que nos valeurs qu'on est dans un endroit où que nos valeurs sont pas pareilles, puis tu sais, on s'entend que certaines valeurs qui peuvent prendre moins de place, mais tu sais, tes valeurs fondamentales, là. Oui. Eux autres qui te parlent, là, tu sais, qui te nourrissent, qui te font dire quand ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une bonne idée, ou je me sens bien, je me sens pas bien. Je pense qu'il faut écouter ce signal-là dès le début et prendre le temps de se poser la question parce que c'est vrai que c'est facile de se perdre dans nos valeurs puis de les reconnaître et d'être capable de savoir ça c'est les miennes puis je suis dans un environnement qui a les mêmes valeurs que moi. Ah oui, les valeurs des fois ça change tout puis tu sais moi je serais super curieuse puis j'encourage les gens à avoir cette curiosité-là aussi. Demandez à quelqu'un là, qui a changé son emploi pour quelque chose qui paye moins, mais qui est plus en rapport avec ses valeurs. Je suis convaincue qu'il y en a très peu qui regrettent. Ouais. Je suis convaincue de ça. Je trouve que, on dirait que c'est comme... ben oui, c'est un... Mettons, être moins confortable financièrement, ben c'est comme difficile. Mais on dirait que je pense qu'on s'adapte plus vite que à quel point ça peut être pesant. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai même eu des discussions avec certaines personnes qui ont fait ça ou qui réfléchissent à faire ça. Ou par exemple, des personnes qui décident de prendre une pré-retraite, tu sais, parce que là, ils sentent que ça les pèse beaucoup. Puis souvent, moi, qu'est-ce que ces personnes-là m'ont nommé, c'est que, ben en fait, j'ai juste changé mon mode de vie. J'ai arrêté d'aller à chaque matin me chercher un café à cette place-là. J'ai arrêté de m'acheter à chaque semaine du linge. J'ai commencé à plus me faire des lunchs, puis ont réalisé que leur différence de salaire, avec leur nouveau mode de vie, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est certain que ça peut pas être possible pour tout le monde, bien évidemment, mais je pense que pour certaines personnes, de aussi regarder dans quoi je mets mon argent, puis est-ce que ça vaut la peine que je mette mon argent là-dedans pour pas bien aller mentalement? Puis une phrase que j'avais entendue puis qui me parle beaucoup, si ça coûte ta santé mentale, c'est déjà trop. Ouais, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Parce que, tu sais, on parle beaucoup que, comme, tu sais, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé mentale, mais ça reste que des fois, il y a des dommages qui sont irréparables. Ouais, ou que ça va être beaucoup plus long. Vraiment plus long, vraiment. Les efforts que tu vas devoir mettre vont être beaucoup plus intenses. Absolument. Puis je connais personne qui regrette de s'être choisi au final. Non. Les regrets, c'est jamais ça. Ouais. Puis une dernière question. Est-ce que je sens que mon travail représente un obstacle à ma vie personnelle? Oh, boy! Hey, ça, c'est le genre de questions, je pense, qui peut shaker certaines personnes. Ouais. Puis je pense que c'est correct aussi si ça shake, puis là, tu l'entends, puis tu veux peut-être pas tout de suite y repenser parce que, tu sais, t'es pas dans un environnement en ce moment pour, là, en écoutant le podcast. Oui. Mais je pense d'y aller doucement, puis d'être ouvert à nos réponses. Puis ça veut pas dire que parce qu'une réponse te vient à l'esprit que tu vas devoir prendre cette décision-là du jour au lendemain, tu sais. Vraiment. Ah, vraiment. Puis en fait, je pense qu'un mini constat que je pourrais faire en règle générale, là, c'est qu'une des majeures raisons pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans un emploi qui ne les satisfait plus, c'est que quand tu quittes quelque chose,
Quand tu fais un changement, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. Tu sais pas si tu vas te trouver quelque chose rapidement. Tu sais pas si les conditions vont être bonnes. C'est dans le sens que tu te lances dans l'inconnu, puis ben, même si tu sais le négatif que tu perds, tu sais pas nécessairement si tu vas pas le retrouver, ce négatif-là. Ouais. C'est vraiment une position inconfortable, le changement, puis c'est pas pour rien que c'est un majeur stresseur. Mais, comme je le disais, il y a très peu de gens qui le regrettent de s'être choisi dans ce processus-là. Puis, tu sais, juste parce que t'es resté, mettons, 20 ans dans un emploi qui était stressant, qui était pas pour toi, puis là, tu commences à dire, ben, je vais peut-être changer, mais non. Même si t'es, par exemple, un mois dans un emploi, finalement, tu te rends compte justement que tu as les mêmes problématiques, ce un mois-là, il est bien moins pire que de rester 1 an, 5 ans, 10 ans de plus dans l'emploi que tu sais qui est plus fait pour toi. Ouais, c'est 100% vrai. Pour la prochaine section, Laetitia, j'aimerais ça qu'on aborde comment est-ce qu'on peut prendre soin de sa santé mentale au travail. Oui. Ben, avant d'aller directement là-dedans, on dirait que j'avais une phrase à nommer qui peut, encore une fois, peut-être nous shaker. On aime ça aujourd'hui. Se shaker un petit peu, mais ton travail, il fait une différence. Ouais. Mais tu es remplaçable. Et... Puis qu'est-ce que toi, tu me disais, Sandrine, c'est que ça prend environ 2 semaines. 2 semaines. Pour que ton milieu de travail se soit habitué à ton absence, à ton départ, qui ont refait soit des aménagements, soit qu'une nouvelle personne qui a repris. Donc, je pense que... Puis, il faut aussi que ça soit ça, parce que ça fonctionnerait pas si, à chaque fois que quelqu'un part de travail, tout s'effondre. Tu sais, ça pourrait pas fonctionner. Ouais. Mais c'est aussi de... Je pense que ça peut aider à se mettre moins de poids sur nos épaules. Puis, je pense que ça peut aider pour certaines personnes qui se disent, si je pars, ça fonctionnera plus. Tu sais, je dois rester, je dois... Mais non. Tu dois pas. Puis ça va continuer, puis ça va continuer à fonctionner pareil, tu sais. Vraiment. Ben, c'est un super bon point que tu apportes, puis je pense vraiment que ça peut comme enlever un pas sur les épaules des gens qui restent dans quelque chose qui est peut-être plus adéquat pour eux, en fait, tout simplement. Ben moi, je veux aussi souligner le fait que comme ce qui est normal dans un environnement de travail n'est pas nécessairement souhaitable. On a glissé un mot tantôt là, par rapport au fait que dans certains jobs, on dirait que personne prend sa pause, même si on le doit, puis comme c'est genre vraiment pas normalisé de prendre sa pause, justement c'est pas normalisé de partir quand ta journée de travail finit, même si ça sera dans certains domaines, tu sais, t'as même pas la pression de tes supérieurs, ou genre, ce serait même pas la fin du monde si tu partais à l'heure, tu sais. Je pense justement de se questionner, puis en fait là, moi je vais même donner un truc très concret là, par rapport à ça là. Par rapport aux entrevues d'embauche. Parce que c'est ça, c'est comme la première étape là, avant là, des fois un travail, là, une job. Là. L'entrevue d'embauche, là, je vous invite à voir ça un peu comme une date. Une date, là, oui, il y a, ben je veux plaire à l'autre. Oui, il y a, ben je veux être à mon meilleur jour, Mais c'est aussi, c'est pas juste est-ce que je plais à l'autre, c'est est-ce que l'autre me plaît. Puis l'entrevue de travail, c'est pas juste toi qui passes en entrevue, c'est toi qui passes la job en entrevue également. Pose-les tes questions. Pose-les. Puis s'ils sont intimidés par ça, puis si ça discrimine, ben tant pis pour eux, parce que justement, t'aurais pas plus été heureux par un organisme comme ça. Tu sais, de leur demander concrètement, ben tu sais, c'est quoi justement comme la place que vous attribuez justement à la santé mentale, à l'épanouissement au travail. C'est quoi, tu sais, on parle pas juste, mettons, d'augmentation salariale, mais tu sais, c'est quoi les possibilités d'avancement dans l'entreprise? Vous diriez que c'est quoi les valeurs que vous observez au sein du milieu de travail, puis c'est quoi qui est fait concrètement pour que ces valeurs-là soient exposées. Vraiment, là, vous avez le droit, et je vous recommande de le voir comme ça, une entrevue. Là. Ben, je pense que c'est une bonne manière de voir l'entrevue comme ça. On nomme nos besoins. L'employeur entend nos besoins, il va pouvoir réfléchir à savoir est-ce que je peux répondre à ces besoins-là. Sûrement que ce ne sera pas tout qui va pouvoir être répondu, puis tant mieux si c'est tous nos besoins qui vont être répondus, mais de voir est-ce que l'employeur est prêt à s'adapter, à faire des modifications. Je pense que c'est vraiment important. Et si plus de monde le font, peut-être que les employeurs vont se dire « Ah, mais comme à chaque fois que j'ai une entrevue, les personnes me demandent ça, donc je pense que ça va être important pour mon entreprise de mettre la santé mentale de l'avant, de mettre le bien-être de mes employés. » Ah, vraiment, vraiment. Puis,
Laetitia, Oui. autre question pour toi. T'as remarqué peut-être que, parce que là on parle beaucoup comme du ici et maintenant, puis de ce que les gens peuvent apprendre de ça, mais toi, remarques-tu qu'il y a des changements dans les mentalités au travail? Oui, 100%. Puis je pense que c'est bien de le voir aussi comme ça, que non, c'est pas parfait comme rien ne l'est en fait, mais il y a une bonne différence entre avant et aujourd'hui. Moi, si je parle avec mes parents, tu te sentais pas bien une journée au travail pour X raisons, tu étais obligé de rester, ou il n'y avait pas la possibilité de faire du télétravail. Exemple, il y a une tempête, tu peux pas te déplacer, mais tu veux pas manquer une journée. Il n'y avait pas la possibilité de pouvoir faire du télétravail. Il y avait un beaucoup plus gros cadre, et si tu répondais pas aux besoins de l'employeur, il te mettait à la porte et il trouvait quelqu'un d'autre, c'était pas long. Mais aujourd'hui, il y a eu du changement, puis on peut le voir avec les programmes d'aide aux employés, qu'il y a dans beaucoup de places. Tu peux avoir un travailleur social, tu peux avoir un psychologue, etc. pour t'aider à avoir un nombre de rencontres qui est gratuit aussi. Je pense que ça peut... Oui, ça peut vraiment aider. Il y a aussi des formations qui peuvent faire en sorte que tu continues d'apprendre, des formations continues. C'est toujours une source de motivation parce que, comme on le met tantôt, il y a certaines personnes que pour eux, c'est très important de continuer à apprendre et de voir qu'ils grandissent au sein de leur entreprise. Puis il y a aussi la présence des éclaireurs. Oui. C'est ça. Les éclaireurs. Oui, des éclaireurs, que c'est on pourrait dire comme un style de programme où des employés sont attitrés, puis pour voir est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont moins bien, essayer de les aider, leur donner des conseils. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut aider. Il y a vraiment des belles choses qui commencent à être mises en place, justement, tu sais, pour revenir à l'affaire de l'entrevue d'embauche, bien, justement, de les connaître, ça. Des fois, ça peut être une belle opportunité quand on vous dit, ah ouais, justement, tu sais, il y a tel programme, si tu veux, on peut te donner la liste des éclaireurs, que, tu sais, ces personnes-là auxquelles tu peux te confier ou à qui tu peux parler si ça va moins bien. Ouais. Tout ça. Parce qu'en fait, c'est des fois, justement, quand ça va moins bien, la première étape, c'est d'en parler, c'est de ventiler. Puis après, quand tu te sens prêt, ben c'est d'être en mode solution. Puis si la solution, ça comprend le fait d'en parler à ton employeur ou à d'autres employés, tu seras rendu là. Mais la première étape, c'est de la vivre, l'émotion, puis d'en parler. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est une belle... un bel épisode, je trouve, très pertinent. Puis moi, ça me parlait parce que même si je suis encore à l'école, là, je suis en stage, donc quand tu es en stage, tu as beaucoup les mêmes conditions là, qu'un travailleur. Donc, d'avoir fait la différence peut-être un petit peu avec... d'avoir fait les 2 épisodes, santé mentale positive à l'école, santé mentale positive au travail, je pense que c'est... en tout cas, moi, je trouve que ça me fait du bien. Ouais. Puis je me demandais, Sandrine, est-ce qu'il y a peut-être une autre suggestion de podcast que les personnes pourraient écouter? Absolument. Ben là, j'ai écouté ça la semaine passée, puis pour vrai, j'ai tellement trouvé bon. Je pense vraiment que tout le monde devrait écouter ce podcast-là. C'est le podcast Sans filtre, qui est disponible aussi sur toutes les plateformes. Et où ils reçoivent, pour la 2e fois, Sonia Lupien. Dans ce cas-ci, pour parler du stress au travail versus le stress du travail, qui sont plus récents livres, qui parlent justement du stress en lien avec le travail. L'épisode est super pertinent. Il y a une très belle recherche qui est faite derrière. On voit que les 2 gars qui animent, là, les 2, ils lisent les livres. Fait qu'ils partent pas de nulle part. Sonia est experte dans ce qu'elle parle. Elle est très, très bonne pour le communiquer. C'est très concret, c'est très bien vulgarisé, très bien expliqué. Je conseille fortement aux gens d'aller l'écouter. Ça a été, moi, pour vraiment un coup de cœur. Ça m'a shaké sur beaucoup d'affaires. Ça va vraiment dans d'autres parties que ce qu'on n'a pas nécessairement abordé, c'est-à-dire le stress dans le milieu de travail, le stress du travail. Parce que nous, on parlait vraiment de la santé mentale en général. Si vous avez du temps pour aller l'écouter, je vous propose de le faire. Ouais. Puis nous, on leur fait de la petite publicité. Peut-être qu'ils ne sauront jamais, mais nous, on le sait. Ben, tu sais, je trouve ça le fun d'aussi offrir un autre moyen de se poser des questions qui est aussi gratuit, parce que c'est ça qui est le fun avec les podcasts, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Là. Ouais, vraiment. Puis c'est accessible en termes d'argent, c'est accessible en termes de plateforme, mais c'est aussi accessible en termes de comment tu peux le placer dans ta journée. Ouais. Tu sais, c'est pas comme, mettons, une émission qui a tous les jours à même heure ou quelque chose que, tu sais, tu dois comme, tu peux rien faire d'autre vraiment en même temps. Donc, c'est super accessible en termes, là, également, là, de temps. Oui.
Donc, sur ça, moi, je terminerai l'épisode. Oui. Merci beaucoup, Laetitia, pour le bel épisode sur le travail. Merci à toi, Sandrine. Puis, on se revoit comme à l'habitude dans 2 semaines. Yep, pour le prochain épisode.